Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir. Voici le sommaire de ce journal. Après la journée nationale de Monaco à l'exposition universelle d'Osaka, une délégation d'entrepreneurs monégasques emmenée par le MEB a participé à une mission économique dans la capitale japonaise, Tokyo. Nous dresserons le bilan de ces échanges avec le directeur général exécutif du Monaco Economic Board, Guillaume Rose. La deuxième session d'été de l'Académie de la mer de Monaco a débuté hier. Une table ronde était organisée aujourd'hui sur le thème des flux migratoires et le trafic d'êtres humains empruntant les voies maritimes. La 12e édition de l'Energy Boat Challenge, le directeur général du Yacht Club de Monaco, organisateur de l'événement, Bernard d'Alessandri, sera notre invité pour nous présenter les enjeux de cette compétition qui voit s'affronter des élèves ingénieurs. Monaco Droit est sorti d'impression et vient de paraître. Nous vous en dévoilerons le contenu. Et puis nous irons au Corrégie d'Orange, dans ce lieu majestueux où s'est produit ce week-end l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lors d'une soirée intitulée Mozart Requiem. Nous y étions. Ce sera le Focus Info de ce journal. Prenons le chemin du Japon où s'achève le déplacement de la délégation monégasque qui a pris part notamment à la journée nationale de Monaco, à l'exposition universelle. Et après Osaka, c'est à Tokyo que s'est achevée cette mission aux multiples facettes, rythmée par des rencontres bilatérales, mais aussi des événements organisés par la direction du tourisme et des congrès, la Fondation Prince Albert II ou le Monaco Economic Board. Le reportage sur place à Tokyo de Geneviève Berti et Hugo Comassa. S'il est un pays de contraste, c'est bien le Japon. Et une ville, c'est bien Tokyo, qui passe sans arrêt de l'ultra-moderne au traditionnel, du très grand au très serré, et même du poisson le plus frais au bœuf de Kobe sur le grill. Tokyo et ses 25 millions d'habitants, grand comme 2000 fois Monaco, est la capitale du gigantisme, où chaque chose, chaque détail, même minuscule, a sa place et son intérêt. C'est là que le Monaco Economic Board, dans la foulée d'une journée nationale sur l'exposition universelle d'Osaka, avait choisi de signer un MOU avec la Chambre de commerce et d'industrie de France pour clôturer un programme aussi dense que la circulation dans les rues de la capitale, qui avait regroupé près d'une trentaine d'entreprises monégasques. Le Monaco Economic Board est pour moi une entrée fantastique parce que le milieu de l'aviation d'affaires ici commence tout doucement à naître et doit avoir 30 ou 40 avions, pas plus, alors qu'il y a 130 millions d'habitants. Donc quand on compare ça à la France, où il y en a à peu près 700, il y a une grosse différence. C'est un marché qui est en train de naître ici. Donc je voulais absolument être là. Je voulais absolument être là pour participer, pour être introduit de cette manière, de manière la plus efficace possible. On a fait des rencontres super, notamment à Osaka et puis surtout ici à Tokyo, de gens intéressés pour communiquer avec nous, pour échanger des informations et pour faire du business à la longue. Donc je suis ravi d'être là. Il y a une place, notamment, comme vous dites, on couvre beaucoup de segments de marché. On est dans l'industrie de bien-être, ce qui est très important au Japon. On est déjà un peu présent avec notre gamme de luminothérapie, mais la cosmétique, par exemple, on n'y est pas encore et on a eu des contacts de très bonne qualité, justement pour placer ces produits-là qui sont de très haute gamme également. Donc pour nous, c'était très important et j'espère que très bientôt, on verra Zepter sur le marché japonais de manière beaucoup plus importante. Plus de 50 entreprises japonaises avaient répondu présent à l'invitation de la délégation monégasque. À plus de 7000 km de la principauté, le contrat d'objectifs est rempli et le marché nippon est maintenant ouvert. Des rencontres toujours fructueuses donc pour les entrepreneurs de Monaco qui ont pu échanger avec leurs alter-ego japonais et dessiner des futures pistes de partenariat ou collaboration. Un beau motif de satisfaction pour Guillaume Rose, le directeur général exécutif du MEB. Pour moi, mon grand motif de satisfaction, c'est d'avoir ouvert un marché. C'est très important pour nous que les entreprises de la Principauté de Monaco aient accès au plus de marchés possible. C'est vraiment au cœur de notre métier. D'abord, nous avons une énorme délégation. Déjà, intra-délégation, nous arrivons à créer des liens. Ce sont pratiquement des liens d'amitié qui se créent parmi ces 32 entreprises qui se déplacent. Et ces liens d'amitié, mine de rien, se créent en croissance, se transmettent, se traduisent par de la croissance parce que tout le monde commence à savoir qui travaille avec qui, comment,
pourquoi pas. Donc ça, déjà, intra-délégation, c'est une réussite totale. Et puis ensuite, nous avons pu parler à tellement d'entreprises japonaises, plus de 50 entreprises japonaises sur Osaka ou sur Tokyo, qui ont eu des rendez-vous précis et circonstanciés avec nos entreprises. Or, les Japonais ont tendance à devoir voir d'abord ce qui se passe, comment, ils sont très prudents, et ensuite, en revanche, ils tiennent leur parole comme personne. Donc, nous savons que les contacts que nous avons noués pourront être utiles et se traduire ensuite en véritable business. Guillaume Rose était interviewé par Geneviève Berthy et Hugo Comassa. À Monaco, s'est ouvert hier la deuxième session d'été de l'Académie de la mer, un lieu propice au partage d'expériences et qui a pour ambition d'évoquer un large spectre de thématiques liées à la mer. Ce matin, s'est tenue une table ronde sur la question des flux migratoires et du trafic d'êtres humains empruntant les voies maritimes. Une équipe de Monaco Info y assistait. Les explications de Christine Datomel sur des images de Julien Logier. Une journée de réflexion s'est tenue aujourd'hui au cœur de l'IUM, un après-midi qui était consacré aux flux migratoires et au trafic d'êtres humains empruntant les routes maritimes. Un sujet grave, complexe et malheureusement toujours d'actualité. C'est un phénomène dont on a énormément parlé à la fin des années 90, notamment avec le navire Aquarius, l'Ocean Viking. Et en ce moment, on n'en parle plus, alors que malheureusement, les traversées en Méditerranée continuent et que le nombre de morts continue de s'allonger. La question, en fait, elle vient surtout de résoudre les problèmes, de faire en sorte que les gens ne quittent pas. J'ai eu l'occasion, quand j'étais au Cameroun il y a quelques années, de rencontrer une jeune femme qui s'était posé la question, qui était amoureuse de la France, à qui on avait demandé 1500 $, et qui a préféré rester compte tenu des conditions, parce que il y a le trafic, il y a les risques de mourir, il y a les sévices dont ils peuvent faire l'objet, prostitution, battus, etc. Et en fait, c'est qu'il faut surtout que tous ces individus aient envie de rester chez eux, et donc donner les moyens aussi à ces pays de prospérer, et non pas qu'on ait qu'une émigration. Je leur ai parlé en fait des protocoles qui ont été conclus sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, donc qui régissent à la fois la question du trafic illicite de migrants et qui régissent également la question de la traite des êtres humains. Et je leur ai montré comment aussi les règles du droit de la mer, donc qui sont des règles de droit international général, trouvent à s'appliquer également, ainsi que les droits de l'homme et en particulier la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'objectif de cette session, vous l'aurez compris, mieux comprendre les mécanismes en jeu pour agir de manière plus efficace en mer comme sur terre, car selon l'ONU, des milliers de personnes tentent chaque année la traversée au péril de leur vie. Une table ronde composée de juristes, d'étudiants, de scientifiques ou encore de représentants d'ONG pour analyser les enjeux humains, juridiques et géopolitiques de ces traversées souvent tragiques, car le trafic d'êtres humains par voie maritime reste un drame silencieux. L'Académie de la mer entend donc faire de Monaco un lieu de réflexion et d'action sur ces enjeux mondiaux. Nous restons dans le domaine de la mer et de la protection de l'environnement marin. Le yachting du futur se construit à Monaco où débute l'Energy Boat Challenge organisé par le Yacht Club avec le soutien notamment de la Fondation Prince Albert II. Ouvert au public, il a pour ambition de connecter la recherche universitaire à l'industrie nautique en réinventant la mobilité maritime. Bernard D'Alessandri, le directeur général du Yacht Club de Monaco, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Patricia. C'est le coup d'envoi aujourd'hui d'un événement qui vous tient tout particulièrement à cœur. C'est une fierté pour le Yacht Club d'être à l'initiative de tout cela. Une grande fierté pour bien sûr d'être l'initiateur de cet événement, mais une fierté aussi pour notre club et notre pays. Je pense que cet événement il existe nulle part au monde et au moment où on parle beaucoup d'environnement, on a mis la vitesse supérieure puisque nous, autre que parler, on invite les gens à venir faire des démonstrations et à partager leur expérience et partager certainement les solutions du futur en matière de yachting et comment on va pouvoir évoluer le yachting. Alors rappelez-nous le principe de cette Energy Boat Challenge. Alors le principe de cette Energy Boat Challenge, il y a plusieurs séries. Qui vont on a commencé avec des bateaux solaires, puis on a évolué avec des bateaux électriques, et aujourd'hui on a toujours des bateaux solaires. On a aussi des bateaux qui fonctionnent à hydrogène, ce qui est assez exceptionnel, assez
Il y a aujourd'hui quand même quelques bateaux qui fonctionnent à hydrogène et c'est bien de former des jeunes. Où là où on est particulièrement heureux et fier de faire ça, c'est que c'est une contribution directe et c'est vraiment dans les règles du club de la transmission. La transmission, c'est on a reçu le club de nos anciens et on transmet un club et on va transmettre le club aux jeunes et on travaille pour les jeunes. Là, on permet aux jeunes de vivre leur passion, de se former et d'échanger entre eux. Et c'est une compétition complètement internationale puisqu'on a à peu près 25 nations qui sont là et qui ne cessent d'augmenter. L'intérêt est de plus en plus fort. On est maintenant assez reconnu, bien reconnu dans le monde, comme situation unique et avec des sponsors qui nous suivent. Et voilà. Qui sont les participants? D'où viennent-ils? Ce sont des étudiants? Alors obligatoirement, ils doivent être inscrits dans une école d'ingénieurs ou dans une université et travailler sur l'environnement. Et c'est un peu comme se faisait à l'ancienne l'étude de fin de formation. Il y a donc cette compétition et puis un Job Forum aussi? Alors le Job Forum permet, on n'a pas que des étudiants puisque en même temps il y a de l'industrie. On invite tous les industriels qui veulent du yachting, qui veulent évoluer dans la décarbonisation du yachting. Et comme cela, de cette façon-là, on a créé un Job Forum et on a permis à une trentaine de jeunes étudiants de trouver un job. Certains sont déjà ont pris des responsabilités importantes dans de grandes compagnies. Et c'était important pour le Yacht Club de Monaco d'être aux avant-postes pour faire du yachting un secteur durable et respectueux de l'environnement. Exactement. Monaco a toujours été une terre d'innovation, que ce soit dans tous les domaines. Et on est fiers de contribuer, de faire perdurer cette tradition, de contribuer et d'apporter notre pierre à l'édifice de la transition énergétique du yachting. Quelles sont les autres initiatives tout au long de l'année qui contribuent à cette volonté de faire du Yacht Club de Monaco le navire amiral de la lutte pour la préservation de l'environnement marin? Alors, vous savez que le Yacht Club a deux missions. Il est d'abord un yacht club comme la plupart des yacht clubs, mais il a aussi une mission d'intérêt public. Et dans ce cadre-là, on est chargé de faire un peu la promotion et l'attractivité de Monaco dans le domaine du yachting. Donc on a ici aussi créé le Sea Index. Le Sea Index, c'est un index de pollution. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de pollution dans les yachts, ce qui est vrai, il ne faut pas le masquer, ça existe. Mais il est quand même relatif et en tous les cas, on encourage les propriétaires, grâce à un index, à évoluer et surtout à mesurer à créer des datas et à mesurer la vraie pollution générée par les yachts. Que ce soit une pollution atmosphérique ou une pollution sonore maintenant, on évolue aussi dans ce domaine du Sea Index qui est reconnu maintenant dans toute la façade méditerranéenne française. Et une partie de l'Italie, en Corse et en Espagne aussi. Merci Bernard d'Alessandri d'avoir été notre invité à l'occasion du début de l'Energy Boat Challenge 2025. Merci Patricia, bonne soirée. Plus de 40 équipages participent donc à cette édition et parmi eux, une école d'ingénieurs de Nantes soutenue par la SBM Offshore. Fabien Bonilla et Camille Caloni ont rencontré ces ingénieux étudiants. 42 équipes, toutes catégories confondues, venant de 20 pays différents. Au total, 1000 étudiants ont travaillé sur ce projet tout au long de l'année. 500 sont présents à Monaco. Ils représentent 30 universités et parmi elles, Polytech Nantes qui participe à cette aventure pour la première fois. Alors nous, on fait partie de la catégorie Energy Class. Donc ce qu'on a à faire, c'est un cockpit. Les coques sont fournies par le concours. On a un cockpit qui est en fibre de lin. Donc c'est le matériau un peu marron. C'est innovant et c'est très écologique. On a une chaîne de puissance qui est composée d'une batterie de 3 kWh et de 2 piles à hydrogène. On a la batterie qui fournit directement de l'électricité au moteur et on a l'hydrogène, donc un stockage d'hydrogène en bouteille à l'arrière, en gaz, qui va être converti par les piles, les 2 piles à hydrogène, en électricité et qui va alimenter la batterie puis aller au moteur. Pour nous, c'est vraiment une super opportunité et une chance parce qu'en fait, on est en deuxième année, on est en prépa intégrée encore. Et participer à des événements comme ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Techniquement, on apprend énormément.
sur la gestion de projet aussi, plein de compétences transversales. Et voilà, être ici en plus à Monaco, ça fait énormément plaisir. Les élèves de Polytech Nantes sont soutenus financièrement par la SBM Offshore qui sponsorise ce projet. Cette année, on s'est dit qu'on allait plutôt essayer d'utiliser notre expérience et notre matériel pour soutenir des jeunes équipes qui veulent débuter et qui n'auraient pas pu. Donc ça permet de partager à la fois notre savoir-faire, notre savoir, et puis d'attirer des jeunes talents dans notre entreprise. Je les trouve très posés, très innovants et super bien organisés, donc on a fort espoir en eux. Polytech Nantes va avoir de la concurrence et du travail cette semaine. Ils doivent passer le contrôle technique avant mercredi 17h. 1 heure plus tard se déroulera la cérémonie d'ouverture. Leur embarcation sera à l'eau à partir de jeudi matin pour participer aux différentes épreuves cette fin de semaine, telles que du slalom, du sprint, de l'endurance et une course en championnat. Le mystère entourait son statut. Un communiqué de presse de la Roca Team est venu clarifier hier soir la situation de Mike James. Le basketteur est pleinement réintégré au sein de l'effectif. Il avait été temporairement retiré des activités de l'équipe à la suite d'un incident hors terrain. Il a été établi que Mike James a été involontairement impliqué en essayant de protéger d'autres personnes. Il reste sous contrat avec le club jusqu'en 2027 et reviendra sur le terrain pour la saison 2025-2026, une fois que l'équipe médicale aura donné son feu vert. Du football et une nouvelle recrue pour l'ASM FC. L'attaquant international espagnol Ansu Fati est prêté par le FC Barcelone pour la saison 2025-2026 avec option d'achat. International depuis 2020, il a participé à la Coupe du Monde 2022, puis à la victoire en Ligue des Nations en 2023. Son arrivée va permettre de renforcer encore un peu plus le secteur offensif monégasque. Elle était sous presse il y a quelques jours encore. L'Institut monégasque de formation aux professions judiciaires relance la revue de droit monégasque dans un format modernisé et dans l'optique d'assurer la diffusion et le rayonnement du droit monégasque. La publication s'appelle désormais Monaco Droit. Le reportage de Chrisinda Petit-Homel. Son objectif, expliquer, informer et affirmer la place de Monaco dans le paysage juridique international. Son ambition, transparence, attractivité et référence, car la justice monégasque reste en dehors des frontières peu connues. Quelles sont ses garanties d'indépendance? Comment fonctionnent-elles au quotidien? Comment les lois sont-elles construites? Et surtout, est-ce une justice de qualité? Autant de questions posées par les citoyens comme par les partenaires étrangers. Monaco, pays qui est membre du Conseil de l'Europe, membre de l'ONU, donc a à répondre devant les instances de cette communauté internationale à toute une série de thématiques, la torture, le blanchiment, la lutte contre les discriminations. Et à chaque fois, on doit expliquer quel est notre système et comment fonctionne notre justice. Il est important qu'on diffuse cette connaissance, cet état des choses. Et donc c'est le premier objectif, un objectif de transparence. Transparence sur les institutions, transparence sur le droit monégasque, sur ses spécificités, j'y reviendrai, et transparence aussi sur les décisions qui sont rendues. Avec Monaco Droit, la principauté veut donc combler ce manque d'informations et mieux faire comprendre son système juridique. La revue propose un florilège des décisions majeures rendues par la Cour de révision, le Tribunal suprême ou encore le Conseil d'État. Elle rappelle aussi les grandes jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, à laquelle Monaco est pleinement soumis, et ce premier numéro est divisé en plusieurs thématiques. Le premier, parce qu'il nous est apparu d'évidence, c'est la nomination de Sébastien Biancheri à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est quelque chose tout de même d'assez significatif, c'est tous les 9 ans seulement. Et c'est le 3e magistrat monégasque qui siège comme juge national à la Cour de Strasbourg. Donc nous avons souhaité ouvrir ce numéro avec une interview de ce haut magistrat. Et puis ensuite, nous avons souhaité mettre en avant les particularités du droit des sociétés à Monaco et offrir aux lecteurs
tous les éléments qui permettent de mieux appréhender la manière à la fois de créer une société, de faire fonctionner une société, et puis quand il y a des turbulences, des difficultés, de les gérer, de passer le cap. Vous l'aurez donc compris, la revue Monaco Droit met en lumière le droit monégasque et définit ainsi le droit de demain. Une manière de montrer que derrière la discrétion, il y a une justice solide, rigoureuse et pleinement ancrée dans le droit international. Le Centre cardio-thoracique de Monaco vient de participer au 10e congrès international Multilevel CTO de Nice. Un événement qui rassemble des cardiologues interventionnels du monde entier pour discuter des dernières avancées dans le domaine de la cardiologie. Zoom ce soir sur le traitement des occlusions coronaires chroniques. Dans ce reportage d'Alban Gingembre, Alexandra Marangoni et Paul Gougassian. Le Centre cardio-thoracique de Monaco se démarque par son expertise dans le traitement des occlusions coronaires chroniques, ces pathologies où les artères du cœur se bouchent progressivement. Si l'artère n'est pas débouchée dans les 12 à 24 heures après un infarctus, le caillot obturateur se durcit. Le risque de mortalité augmente alors de 20% en cas de nouvel infarctus. C'est des patients qui ont des douleurs chroniques, des essoufflements. Ça peut être vital si les patients se compliquent, font des troubles du rythme, si ils peuvent faire des arrêts cardiaques. Alors on n'est pas dans la pathologie aiguë, donc c'est quand même des choses qui sont déjà constituées. Il y a moins de risques dans la pathologie aiguë, mais ça peut avoir un retentissement, oui. Déboucher une artère obturée depuis plusieurs années sans chirurgie cardiaque, une innovation dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. Lors de ce congrès international, le Centre cardio-thoracique de Monaco procède à des interventions retransmises en direct pour partager son savoir-faire. Quand on a une artère coronaire bouchée, les seules techniques qu'on avait jusqu'à présent, c'était les pontages, mais il y a des patients qui ne peuvent pas bénéficier de ces belles interventions parce qu'ils sont trop fragiles ou que l'artère n'est pas accessible. Et maintenant, des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux mis en place par les industriels, qui sont tout neufs, nous permettent de pouvoir ouvrir ces artères bouchées depuis longtemps, chose que nous ne pouvions pas faire avant. Les médecins qui viennent du monde entier, on avait 75 nationalités présentes, peuvent apprendre ces nouvelles techniques en les voyant réaliser en direct. En médecine, les techniques continuent d'évoluer. Les congrès permettent d'accélérer le progrès, la performance des médecins et la sécurité dans les blocs. C'est un lieu magique où les plus grands artistes se produisent et c'est un monégasque qui dirige l'éco-régie d'Orange. Mêlant le classique au jazz en passant par les ballets, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo était l'invité de la soirée de concert de samedi au Théâtre Antique pour un programme Mozart Requiem avec un quatuor et le réputé Singverein de Vienne. José Sacré, Julien Laugier et Clélia Renaud y assistaient. Le Requiem de Mozart, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le chœur Singverein de Vienne, un quatuor vocal d'exception, Ino Jeong, basse, Dimitri Korchak, ténor, Jessica Pratt, soprano, Aya Wakizono, mezzo-soprano, sous la direction de Diego Ceretta, un jeune chef italien de 27 ans. C'était samedi 28 juin, sous le regard de l'empereur Auguste, dans un cadre unique, le Théâtre Antique d'Orange, que dirige depuis 10 ans Jean-Louis Grinda. J'ai souhaité une soirée avec le Requiem de Mozart, avec un quatuor vocal d'exception, sous la direction magistrale, je dois dire, du jeune chef italien Diego Ceretta, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, que j'affectionne particulièrement, mais également les chœurs de Vienne, du Musikverein de Vienne, qui sont d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Et 1791, parce que le Requiem a été écrit en 91, et donc j'ai voulu construire la soirée autour de cette dernière année de vie de Mozart. Donc, ouverture de la Flûte enchantée, son dernier opéra qu'il a créé au théâtre Anderwyn, avec Schickenader notamment, et puis le concerto pour clarinette, puisque Pierre Génisson a pu se rendre libre pour être avec nous. Et ce concerto pour clarinette, et notamment le deuxième mouvement, est quelque chose qui, comme le Requiem, touche au divin.
c'est le concerto qui a donné ses lettres de noblesse à la clarinette. C'est en même temps le Testament de Mozart, parce que c'est sa dernière pièce concertante. C'est d'ailleurs pour ça que ce soir, ça a été couplé avec le Requiem, qui est la dernière pièce que Mozart n'a pas finie d'ailleurs. Tout ça ne va que dans un sens, c'est qu'est-ce que Mozart a laissé à la postérité en fait. Donc bien sûr, je ne peux pas me lasser d'un tel concerto. Je suis toujours émerveillé et à chaque fois, c'est un éternel recommencement. Troisième œuvre au programme, la messe de Requiem en ré mineur, Köchel 626. C'est la dernière œuvre de Mozart. Il tarda à la composer et mourut en 1791 avant de l'avoir achevée. Son élève Süssmayer termina la partition, créée l'année suivante à Vienne. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, le Singverein de Vienne et les sonistes toujours, sous la direction du maestro Diego Cereta. C'est un rendez-vous important, vous allez diriger une centaine de musiciens, 80 choristes, un quatuor vocal magnifique, et derrière vous, il y aura 7000, 8000 personnes. Angoissant, non? Più che avere dietro tante persone è dover affrontare il Requiem di Mozart, che è un capolavoro assoluto in cui c'è tutto. C'è il senso della morte imminente, c'è l'idea di doversi confrontare con Dio, è veramente una pagina forte. Alors l'orchestre, vous avez répété quelques jours avec l'orchestre, les chœurs ils sont arrivés peu de temps avant, le Singverein. Deux mots sur ce chœur absolument extraordinaire, non? Sì, è un pezzo di storia, che ho la possibilità di toccare con la mano, perché di Vienna sono famosi per aver anche dato vita a grandi composizioni per la prima volta, penso al Requiem tedesco di Brahms o all'Ottava Sinfonia di Mahler, eccetera. E quindi avere la possibilità di collaborare con loro, che sono della stessa città, vicini alla stessa città di Mozart, è un'esperienza incredibile. Le Requiem de Mozart, office funèbre inscrit dans la tradition viennoise, emprunte aux formes baroques, à la messe des morts de Michael Haydn, à la musique maçonnique autant qu'à l'opéra. Cette année, les choristes d'Orange ont fait appel à un célèbre dessinateur de bande dessinée, peintre, illustrateur, scénariste et réalisateur, Enki Bilal, pour mettre en image, sur les murs millénaires du théâtre antique, cette musique sublime. Je propose une vision, un voyage que la musique va transformer. Je pense que la musique donnera du sens à ces images. On ne peut pas illustrer le Requiem de Mozart, c'est impossible. On peut lui proposer des images, voilà, comme un choriste va proposer sa voix, sa tessiture. C'est ce que j'ai fait et c'est au spectateur qui va entendre et voir de se fabriquer un concept qui lui appartiendra. Chacun trouvera une part de spiritualité, une part de rêve, de fantasme. En tout cas, on sera au-delà du réel. On sera au-delà du réel, vraiment. Est-ce que vous avez un rêve secret pour vos chorégies? Satisfaire, attirer le plus grand nombre de monde, de public, et leur donner de la joie. Mission accomplie. Ce 28 juin 2025, plus de 7000 personnes ont assisté à ce concert Mozart. Pour tous et pour chacun, un moment unique, inoubliable. C'est sur ces belles images et ces beaux airs de musique que se referme ce journal. Pour nous quitter, les photos de fin d'édition, elles sont consacrées à l'Energy Boat Challenge au Yacht Club et sont signées Manuel Vitali. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, nous sommes toujours en vigilance canicule. Demain, la météo sera sensiblement la même qu'aujourd'hui. Du soleil toute la journée avec quelques nuages qui viendront s'ajouter dans le ciel l'après-midi. Il fera beau, les températures évolueront de 26 à 31 degrés, ressenti 41 sous l'influence du soleil. L'indice UV sera toujours dans le rouge, protégez-vous. Et puis le 2 juillet, nous fêtons les Martiniens, Petit Mars en latin. Coïncidence, le 2 juillet, c'est aussi la journée mondiale des ovnis. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.